Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être fidèles à l'ORTM. Bienvenue à Actu Hebdo. Youssouf Diakité, bonjour. Aujourd'hui, 2 contre 1, on va le dire. Hein? Oui, c'est rare quand même. Absolument. Mais c'est le cas aujourd'hui. Très bien. Oui. Alors, de quoi parle-t-on? Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement d'environnement. Alors, j'invite tout le monde à nous suivre. Merci et bienvenue dans cette émission Actu Hebdo. Alors, comme il l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous avons un seul invité, Bakary Kanté. Bonjour, M. Kanté. Bonjour. Vous êtes le fondateur de ASCENT. ASCENT, c'est le Centre de soutenabilité pour l'Afrique, parce qu'il faut dire comme ça en français. C'est le Centre de soutenabilité pour l'Afrique. Vous avez déjà un accord de siège avec le gouvernement du Mali. Ça veut dire que le siège pour l'Afrique de l'Ouest sera ici, à Bamako. Alors, vous avez été pendant plus de 15 ans à la tête de la direction stratégique de l'environnement au niveau des Nations Unies. Vous êtes docteur également en sciences de l'environnement, plus avec beaucoup d'autres diplômes qu'on ne va pas citer. Alors, sans plus tarder, vous avez lancé cette semaine avec le gouvernement du Mali un projet d'environ 800 millions de francs CFA. Nous allons voir les détails dans ce reportage. Alors, je le disais, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du développement durable et ses partenaires viennent donc de lancer à Koulikoro le projet intitulé Intensification et réplication d'une gestion durable des terres réussies et des bonnes pratiques d'agroforesterie d'une valeur de 800 millions de francs CFA. Ce projet devra contribuer à lutter contre les fortes pressions que subissent nos forêts et promouvoir une gestion saine des ressources naturelles. Nous suivons ce reportage de Brahim Makone. Le projet Intensification et réplication d'une gestion durable des terres GDT réussie et des bonnes pratiques d'agroforesterie dans la région de Koulikoro est une initiative du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Il constitue un instrument important pour mettre fin aux fortes pressions que subissent nos forêts malgré le renforcement des dispositifs relatifs aux textes et décrets en matière d'aménagement et de gestion des ressources forestières, voire naturelles. Le projet va s'articuler autour de 4 composantes ci-après. Première composante, intensification de la gestion durable des terres et des ressources en eau dans les systèmes agricoles et pastoraux. Deuxième composante, diversification des moyens de subsistance et amélioration du niveau de vie des communautés. Troisièmement, appui au renforcement des capacités au niveau local pour accroître la compréhension des bonnes pratiques de GDT. Et enfin, la gestion des connaissances et le suivi et évaluation du programme. Le projet GDT réussi et des bonnes pratiques d'agroforesterie est le fruit d'un partenariat avec ONU Environnement, le Fonds pour l'environnement mondial et Africa Sustainability Center ASCENT. Je voudrais vous dire que ASCENT va s'engager avec vous. Et d'ores et déjà, nous avons commencé à discuter pour aller au-delà des objectifs actuels de ce projet. Le projet sera démonstratif de mise à l'échelle des bonnes pratiques de l'amélioration de la productivité agricole et des pâturages, mais aussi de la promotion des activités génératrices de revenus basées sur la valorisation des ressources naturelles. Une soixantaine d'acteurs du projet GDT réussi et des bonnes pratiques d'agroforesterie assistent à sa présentation et participent à des échanges sur la problématique de gestion des ressources forestières et d'élaboration des plans d'aménagement forestier. Le coût de ce projet, qui durera 4 ans, s'élève à 800 millions de francs CFA. Voilà, monsieur Bakary Kanté, on vous a présenté tout à l'heure, fondateur de ASCENT, le centre de soutenabilité pour l'Afrique. Et dans cet élément de reportage, il y a quand même quelques mots, quelques vocables qui ont retenu notre attention. On parle de gestion durable des terres, on parle de diversification des produits, on parle d'une plus grande implication des populations locales du monde rural, on parle d'amélioration de la productivité. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Je crois que c'est l'exception qui va confirmer la règle. On dit souvent qui trop embrasse mal étreint. OK? Mais dans ce projet-là, nous serons l'exception parce que l'environnement est un ensemble, tout se tient. Il n'y a pas de mur entre les différents domaines. Et Koulikoro est un très bon exemple. Il y a une déperdition des terres alors qu'on a
des ressources naturelles relativement abondantes. Vous avez des forêts qui y sont, vous avez de l'eau, vous avez un certain nombre de choses qui nous permettent de faire un développement agro-silvopastoral, de l'agriculture. Mais ça, c'est la réalité la mieux partagée au Mali. Hein. Et pourquoi le choix de Koulikoro? Ok, écoutez, parce que les populations de Koulikoro et l'environnement de Koulikoro nous ont permis de voir que nous pouvons y lancer, tous les ingrédients y sont pour lancer un projet pilote qui va certainement réussir à 100%, au-delà des 100%. D'accord, on y reviendra dans un instant, mais déjà, dites-nous, Hyacinthe, on dit centre de soutenabilité pour l'Afrique, on va dire une autre initiative de plus. Non. Que Dieu nous en préserve. D'accord. Non. Hyacinthe, j'ai refusé de traduire un terme. En anglais, ça veut dire Africa Sustainability Center. D'accord. Et le mot-clé, c'est sustainability. Est-ce que ça correspond à soutenabilité en français? Ça correspond, c'est la définition la plus proche de sustainability. Les Anglais, on parle de sustainable development. Les Français ou les francophones l'ont traduit par développement durable. Je ne vais pas discuter de ce concept ici sur ce plateau parce que ceci n'est pas l'objet. Oui, mais parce que pourtant c'est un concept à la mode. C'est un concept à la mode, mais Ouais. qui est mal traduit, qui n'exprime pas la réalité. Tout ce qui est durable a une fin, bon sang. Tout ce qui est durable a une fin. Alors que dans le concept anglais de sustainable, c'est quelque chose qui ne finit pas. C'est un processus qui continue, qui n'a pas de fin. En français, peut-être que vous dites si bien que c'est un concept qui est à la mode, qui se vend bien. En marketing, ça se vend très très bien. Mais le mot qui définit sustainability, c'est pérenne, en bon français. Quelque chose qui est pérenne, c'est quelque chose qui ne finit pas, qui continue. Alors, mais comme ça... Mais quand c'est durable aussi, on sait que ça finit, mais on ne connaît pas quand... On ne sait pas exactement quand ça finit non plus. On peut le savoir, mais ce qui est important à retenir, c'est que ça a une fin. D'accord. C'est ça qui est important. Donc vous êtes dans un concept de développement sans fin. Sans fin, ça doit être un processus. Le développement est perpétuel, continu. Et quand on atteint cela, on ne veut pas que le développement connaisse une crise telle qu'on le trouve dans plusieurs pays du monde aujourd'hui, et notamment en Europe. Très bien. Alors, quel est le modèle de Hyacinthe? Le modèle de développement de Hyacinthe est un modèle qui est basé sur les ressources naturelles, mais qui ne consomme pas les ressources naturelles totalement au point que les générations qui vont venir, nos petits-enfants ou nos petits-petits-enfants vont trouver ces ressources-là et vont continuer à se développer. Si nous regardons le monde aujourd'hui, nous constatons que dans beaucoup de pays, leur avenir est obstrué. Et j'appelle ces pays-là, si vous faites simplement un bon sens, regardons l'Europe. J'adore l'Europe et j'adore prendre l'exemple sur l'Europe parce que pour moi, l'Europe est du has-been, a été. Elle ne sera pas. Simplement, les ressources aujourd'hui, l'Europe est obligée pour soutenir son développement de rechercher des ressources naturelles ailleurs et les ramener. Ça veut dire que tôt ou tard, l'Afrique également, elle sera comme l'Europe. C'est ce qu'Hyacinthe cherche justement à éviter cela. Et comment l'éviter? Mais en faisant une gestion rationnelle, responsable. Responsable, voilà. Et vous connaissez, ne me posez pas. Eh ben, nous imaginons. Voilà. Voilà. C'est exactement ça. Mais comment le faire? Comment le faire?
nous avons suffisamment d'outils aujourd'hui et de recherche, de résultats de recherche, qui peuvent nous permettre de consommer de façon raisonnable les ressources dont nous disposons, afin que ces ressources-là puissent aider nos populations à subvenir à tous leurs besoins. C'est Gandhi, Mahatma Gandhi, qui disait que l'homme est gourmand, glouton. D'accord. L'homme est glouton, mais les ressources existent pour permettre la pérennité de notre espèce. Et que tout le monde puisse avoir de quoi manger, de quoi se vêtir et où se loger sans mettre en danger toutes nos ressources naturelles. Oui, mais la boulimie, je vais l'appeler comme ça, voilà. et cette boulimie de consommation intensive là, de la ressource humaine existe partout, c'est déjà entré dans nos mœurs. Ouais. Et comment y mettre un frein? Vous savez, j'aime prendre un exemple évident pour montrer combien l'homme, que l'on dit intelligent, surdoué, etc., est en fait l'être le plus stupide sur Terre. Regardez le monde animal, en brousse. Est-ce que vous avez des hôpitaux là-bas? Non. Est-ce que vous avez des docteurs? Non. Est-ce que vous avez des cardiologues? Non. Nous portons des lunettes, est-ce qu'ils ont ces problèmes? Est-ce qu'ils ont le diabète? Est-ce qu'ils ont l'hypertension? Est-ce qu'ils ont, etc., etc. Ils ne l'ont pas. Pas du tout. Mais nous, hommes intelligents, tout ce qu'on veut, nous avons toutes ces tares. Eux, ils n'ont pas de cancer. Nous avons. Mais pourquoi eux n'ont pas tout ça? Nous qui avons toute l'intelligence, tout le savoir-faire, c'est nous qui avons tous ces problèmes-là. Alors, à Sainte, ce que nous voulons, à travers tous les pays africains, parce que Sainte est panafricain, nous opérons dans les 52-54 pays africains. Nous voulons travailler avec les gouvernements, mais pour les populations, la société civile, ensemble que l'on mène des débats, des discussions, en fonction des réalités de chaque pays, comment peut-on aider, définir des approches de développement qui arrivent à consommer de façon raisonnable les ressources dont nous disposons et atteindre les objectifs de développement que chaque pays aura définis. C'est possible. Vous avez tout à l'heure évoqué quelque chose, c'est là que ça risque de coincer un peu. Vous avez parlé, c'est comme si vous apportiez une solution globale, mais vous avez dit avec une résolution au cas par cas, et c'est ça la grosse difficulté. Comment vous allez faire? Parce que, comme on le dit, chacun a son agenda à l'interne. Ce qui est vrai, vrai. Et sinon, on va se retrouver dans les concepts européens qui prend les pays africains comme une seule entité. Ouais. Quand on est en Europe, on dit je vais en Afrique. Ouais. On ne dit pas je vais au Mali, je vais au Burkina. Absolument. Or, le Mali a ses réalités, le Burkina pareil, le Sénégal, la Zambie, le Kenya. Et comment mettre tout ça en place pour que chacun puisse avoir satisfaction dans une solution globale? Vous savez, le monde est intéressant, mais moi je suis africain, je suis fier d'être africain, je n'ai aucun complexe vis-à-vis de ces pays-là, je les respecte, mais je constate qu'ils sont incultes. Leur culture, leur niveau de culture est très relatif. Ce n'est pas une insulte, je n'insulte personne. Ce n'est pas mon dessein, ce n'est pas cela. Mais c'est une réalité. Quand vous voyez des gens dans certains pays dits développés de référence qui ne savent même pas où se trouve la Corée du Nord aujourd'hui. Il y a un débat actuel, etc. Ceux qui ont des problèmes avec la Corée du Nord, les 99% ne savent pas où se situe la Corée du Nord dans le monde. En Afrique, tel n'est pas notre cas. Alors, ici, ce que vous dites m'intéresse parce que nous pouvons prendre chaque pays, si nous prenons le Mali,
avec les ressources dont le Mali dispose aujourd'hui. Certaines de ces ressources constituent des défis, des challenges ou des problèmes, appelons-les des problèmes. Ce ne sont pas des problèmes, c'est des opportunités. Je prends l'exemple du désert. Le désert n'est pas... Le désert, pour moi, est une opportunité. Nous avons énormément de choses à développer. Il fait très chaud. Dieu seul sait combien il fait chaud à Bamako. Mais allez en dehors. Mais ceci est une opportunité. Nous pouvons aujourd'hui développer de l'énergie. Le Mali a le potentiel d'oublier toute l'énergie qui vient de Manantali. Nous pouvons avoir toute notre énergie au nord, développer et servir, produire de l'énergie pour l'ensemble du Mali. Alors, en moins de 10 ans. Alors, M. Hyacinthe, et ce que nous trouvons un peu, quelque peu inexplicable, c'est que les Africains, ils ont aujourd'hui posé très bien, je crois, le diagnostic. Ça veut dire qu'ils ont pu repérer où se trouve le mal ou les maux. Mais comment trouver la solution? Il y a seulement 2 jours, il y avait la rencontre cette semaine d'un forum sur les énergies nouvelles et renouvelables. Le ministre marocain en charge des mines et de l'énergie a utilisé à peu près les mêmes mots que vous, en tout cas il a abondé dans le même sens. Il dit ce que nous avons comme faiblesse là, c'est plutôt des potentialités. La grande chaleur, on peut la transformer aujourd'hui. Le soleil en abondance, un pays comme le Mali avec une dizaine, 300 jours d'ensoleillement, on le dit. Absolument. Pourquoi on ne va pas les transformer? Vous avez parlé d'un pays qui commence à acheter du sable. Le Mali, nous en avons en abondance. Hein, mais les problèmes sont sûrs. Vous avez dit, nous ne sommes pas comme les animaux, évidemment, mais on dit l'homme, c'est le pire des créatures de Dieu, mais c'est également le meilleur des créatures de Dieu. Alors pourquoi ne pouvons pas capitaliser ce que nous avons de bien? Qu'est-ce que Hyacinthe peut faire aujourd'hui pour que nous ne cultivions que le bon côté? C'est-à-dire, par exemple, on a compris, la nature humaine, j'ai dit, mais pourquoi on se met à fabriquer des bombes? Mais restons dans la logique de fabriquer des avions, nous faire des climatiseurs, nous créer un environnement propice et pour rendre notre existence agréable. On ne le fait pas. Aujourd'hui, est-ce que vous avez, vous, la solution pour amener les Africains à se mettre dans cette logique? C'est ça. Les solutions existent. Les solutions existent. Eh bien, pour que ça bloque. Vous savez, je vais vous dire, impossible n'existe pas. Impossible n'existe pas. En anglais, si vous prenez le mot, c'est le même terme, c'est la même orthographe. Vous prenez impossible. En anglais, si vous le lisez, c'est impossible. Impossible. Alors, ça veut dire la même chose? Ça veut dire je suis possible. Ah bon? Impossible. Ah, d'accord. Impossible n'existe pas. Dieu ne peut pas créer quelque chose qui est sa négation. C'est un problème de bon sens. Dieu ne peut pas... Dieu dit kun fayakun. Dieu ne peut pas créer sa négation. Impossible n'existe pas. C'est que l'être humain est paresseux, a créé des concepts pour ne pas trouver ce qui est. Il faut chercher. Même toutes les religions nous demandent de chercher. Regardez. On nous dit dans notre religion, allez jusqu'en Chine pour chercher le savoir. Ça veut dire que les solutions existent. Il faut chercher. Et aujourd'hui, si on se met ensemble, mais quand on se met ensemble, ça fait beaucoup d'apports. Absolument. Et on peut trouver des choses. Et l'Afrique, c'est ça qui fait traditionnellement son fort. J'étais à Koulikoro vendredi, et pour moi, un kanté, ok? Et aller à Koulikoro, l'histoire, je crois que monsieur le président doit être très heureux que je parle d'histoire parce que c'est un fin connaisseur d'histoire. Lui et moi, lui Keita, moi Kanté, nous pouvons parler d'histoire. Alors, l'histoire, l'Afrique a créé la première constitution
du monde, pratiquement. Au XIIe siècle, nous avions déjà, à Kouroukanfouga, nous avions une constitution par Sundiata de 12 articles. C'est connu au Mali. Donc, nous avons cette culture de nous mettre ensemble, d'échanger, de discuter, afin que l'on trouve une solution à l'amiable. Si c'est les Kanté et les Keita qui ont trouvé une solution, bon sang, tout le monde peut trouver des solutions. Alors, vous pensez également vraiment que le développement de l'Afrique doit venir par là aussi, parce que notre richesse ne doit pas seulement être que économique, commerciale. Non. Voilà, nous devons nous baser sur ce pôle culturel. Absolument. Et à nul autre pareil. Nul autre pareil. Ouais. Aujourd'hui, moi je suis sénégalais. Ça fait sourire beaucoup de Maliens. Mais je suis sénégalais. Mais quand je viens ici, je suis à l'aise. Je suis chez moi. C'est bizarre, quand je suis au Sénégal, qu'on dit mon nom, on me dit le Malien. Ouais. Mais je suis fier de l'assumer. Absolument. Je suis fier de l'assumer parce que le Mali reflète, transmet des valeurs culturelles d'honorabilité à l'extérieur. Il faut que l'on arrive à garder ces valeurs. Elles sont sacro-saintes. Il faut qu'on arrive à les préserver et à les transmettre de génération en génération. Ok. Ascent existe depuis combien de temps? Il y a longtemps que vous êtes non, là? Ascent existe, c'est moi qui ai créé Ascent, votre serviteur. J'ai créé Ascent parce que j'ai rejoint les Nations Unies en 99, mars 99. Et de 99 à maintenant, je crois que j'ai suffisamment fait pour les Nations Unies. Toutes les conventions que vous connaissez, désertification, déchets dangereux, biodiversité, changement climatique, les produits chimiques obsolètes, etc., je les ai toutes écrites ou négociées. Donc, je n'ai plus rien à prouver aux Nations Unies. J'ai décidé donc de quitter et de conserver, de consacrer le reste de mon énergie et de mon temps à mon continent. Très bien. En 2013, j'ai quitté et j'ai créé Ascent. D'accord. Alors, vous avez franchement une énergie aujourd'hui très puissante que vous voulez mettre à la disposition de votre continent. Et c'est pourquoi vous avez mis en place cette structure, le Centre de soutenabilité pour l'Afrique. D'accord. Et quels sont les canaux par lesquels vous allez maintenant injecter cette énergie que nous supposons très positive, hein? Mon énergie est extrêmement positive. Et vous voyez, vous êtes tellement... Absolument, vous la transmettez. Alors, ce que nous faisons... Ascent a 3 piliers. Le premier, c'est les ressources naturelles. Nous l'appelons sustainability. Les ressources naturelles. Qu'elles soient de surface terrestre, à l'intérieur de la Terre ou l'atmosphère. Okay? Le deuxième, c'est ce que nous appelons the rule of law, l'état de droit. L'état de droit. Et le dernier, là également, j'ai un gros problème de traduction en français, c'est empowerment. Empowerment, kafanga di mama. D'accord. OK? Kafanga di mama. En français, je ne sais pas comment on le traduit. Ils disent autonomisation. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Empowerment, c'est 2 publics cibles qui m'intéressent extraordinairement, qui constituent aujourd'hui ma raison d'être. Pour le reste de ma vie, je veux me battre pour ces 2 publics cibles, les femmes et les jeunes. Vous mettez beaucoup de concepts en question ici, hein, et durable, autonomisation, et vous les remplacez par quoi, vous? Je ne sais pas, il faut parfois que l'on... Dans les actes. Dans les actes. Dans les actes, très bien, et c'est ça mon intérêt. Je me bats pour démontrer par les résultats qu'il y a une différence, que l'on peut faire quelque chose. Aujourd'hui, je prends des réalités tristes, mais qui sont un potentiel. Dans les 8 années à venir, nous aurons 500 millions de jeunes sur le marché de l'emploi
en Afrique subsaharienne. Ok, 500 millions de jeunes. Et rien qu'en Afrique subsaharienne, d'ici 8 ans. D'ici 8 ans. Mais nous allons tous, par la grâce de Dieu, vivre ça. Mais quel est le pays qui peut trouver de l'emploi à tous ces gens-là? Et vient s'y ajouter les femmes rurales et les autres. Nous sommes assis aujourd'hui, il faut que tout le monde le sache, que nous sommes assis sur une bombe sociale. Donnez-moi une seconde. Ceci me tient particulièrement à cœur parce que c'est la genèse de beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui. Regardez, dans le monde entier, tout ce que l'on appelle les extrémistes, ceux qui font les bombes qui se font éclater, etc., personne n'a au-dessus de 25 ans. Personne. Dans tous les pays du monde. Vous êtes pessimiste? Non, je ne suis jamais pessimiste. Très bien. Alors, mais vous avez dit que nous sommes assis sur une bombe sociale, mais en même temps, nous sommes assis sur une richesse énorme. Absolument. Vous avez dit, l'Afrique, c'est le continent le plus riche. Absolument. Dans les coulisses, vous nous parlez, par exemple, du développement de l'Occident, qui a pris toute sa racine en Afrique ici. On a exploité depuis tous ces temps toutes les richesses, mais on en découvre encore, heureusement, tous les jours sur le continent. Alors, heureusement, je vais le dire, la bombe sociale, elle est là, la richesse aussi, elle est là. Alors, c'est ça. Mon rôle. Nous n'avons qu'à exploiter la richesse, capitaliser ce que nous avons. Absolument, absolument. Très bien. Il faut aujourd'hui que l'on comprenne une chose. Il faut que l'on comprenne une chose aujourd'hui. Qu'un État, quel qu'il soit, il est par définition pauvre. Il n'y a aucun État qui est riche. Et surtout, qui plus est, les pays africains. Pourquoi je dis ça? C'est que, quelles sont les sources de revenus d'un État? Les sources de revenus d'un État, c'est les impôts et taxes. Les droits. C'est tout. Un État ne fait pas de commerce. Ce sont les impôts et les taxes qui font la richesse d'un pays. Mais regardez les pays francophones. Les pays francophones. Ça fait pleurer. Chacun cherche comment ne pas payer ses impôts. Chacun cherche des détours pour ne pas payer les droits de taxes, les droits de douane et autres. Pourquoi? Dites-le-moi, je ne sais pas. Mais l'Afrique francophone, c'est un fait. Aujourd'hui, beaucoup de Maliens qui m'entendent aujourd'hui et ailleurs, ils savent que ce que je dis est la vérité. Ils ne vont pas se lever de leur propre gré et aller payer à la fin de l'année leurs impôts, déclarer leurs revenus et payer les impôts là-dessus. S'ils le font, le Mali serait très riche. Mais la même chose se passe ailleurs aussi, même en Europe. Dites, l'Europe, ce n'est pas tous les pays européens. Quand vous prenez l'Europe du Nord, la Finlande, la Norvège, la Suède, le Danemark, ces gens se payent leurs impôts. Je vais très loin. Je vis au Kenya. Les Kenyans, c'est extraordinaire de civisme de payer. Le Kenya ne va jamais dissimuler ses ressources. Il va déclarer pour payer ses impôts. Très bien. Vous me confortez dans ma position, monsieur le fondateur, M. Kanté de Ascent, Centre de soutenabilité pour l'Afrique. On le dit, on ne règle pas, on ne cherche pas la solution à un problème qui ne se pose pas à soi. C'est parce que vous savez que, par exemple, dans des pays comme le Mali et ailleurs, bon, vous avez cité le cas du Mali, les gens, c'est pas demain pour aller payer les impôts. C'est un problème. À ce moment, il faut chercher la solution. C'est ce que moi je dis aux gens. Tu viens me voir, M. Djombele, j'ai des chasse-neige à vendre au Mali. Trouve-moi la solution, trouve-moi une stratégie. Je te dis ma stratégie, il ne faut pas amener les chasse-neige au Mali parce qu'ils ne neigent pas ici. Je ne pourrais pas les vendre. Maintenant, vous dites, le problème est là. Voilà pourquoi on va chercher la solution. Alors, OK? Quelle est la solution que vous proposez maintenant? Ce que nous proposons, c'est que parce que vous avez fait il faut de l'éducation, il faut énormément d'éducation civique. Quand j'étais beaucoup plus jeune, à l'école primaire et tout, et mes collègues, mes camarades d'âge maliens, à l'école primaire, on avait l'éducation civique.
on nous éduquait. Il y a beaucoup de choses que je vois aujourd'hui, les gens faire, mais à notre époque, on n'était pas fous. Quand vous dites éducation civique, éducation à l'africaine, ça est Oui. basé sur notre culture. Sur notre culture, au Mali, le Alors, Mali très était bien. à l'avant-garde de Alors, ça. est-ce que nous ne Pourtant, sommes on l'a pas, perdu. et est-ce que nous ne sommes pas un peu victimes de ce que nous appelons aujourd'hui globalisation? Vous êtes contre le concept aussi? Non, je ne suis contre rien du tout. Je Voilà. veux être moi. Alors, puisque personne ne peut vivre de façon isolée, Ouais. on est obligé vraiment de développer ces relations entre les pays, entre les continents. Mais comment faire pour qu'on soit ouvert à la culture des autres, mais tout en restant nous-mêmes? C'est ça la question. C'est encore un élément d'éducation. Il faut se connaître, il faut connaître ses valeurs. Je dis à mes collègues qui travaillent avec moi à Assint, je dis le nom que vous portez, ok, Djombélé ne vous appartient pas, Ibrahim. Ibrahim vous appartient, mais Djombélé ne vous appartient pas. Non. Vous n'avez pas le droit de ternir Djombélé. Faites tout ce que vous voulez, c'est votre problème. Mais quand il arrive à Djombélé, faites en sorte que ceux qui vous ont légué ce nom-là Ça, on soient aurait. fiers de vous. Absolument. C'est un problème d'éducation. Le nom Kanté ne m'appartient pas. Donc, si on me dit malien, ça ne m'appartient pas. Il faut que je fasse tout maintenant pour honorer. Absolument. C'est un pays, c'est un grand pays. Alors, c'est un rôle dévolu à qui? C'est à nous tous. Je ne vais pas dire que c'est un rôle dévolu au président ou au gouvernement. Je crois que chacun, d'abord, les chefs de famille, tous les chefs de famille ont démissionné. Disons-le. Mais là aussi, il y a une cause. Pourquoi ils ont démissionné? Dites-le moi, moi je ne suis pas ici. Mais je constate, Vous quand êtes je sors de africain? la maison, oui, mais ailleurs, ça ne se fait pas. Ouais, vous voulez créer aujourd'hui Assint au Mali. Ça veut dire que vous Non, venez je ne avec crée une pas solution. Assint au Mali. Ah, d'accord. Je ne crée pas Assint au Mali. Moi, je viens, je vais développer des projets au Mali. Je vais, parce que mon siège sous-régional sera au Mali, je ferai tout pour développer le maximum de projets au Mali, d'apporter le maximum d'argent au Mali pour le développement du pays, le développement défini par le gouvernement de ce pays-là, mais aussi le développement à la base pour les populations, les collectivités décentralisées, etc., etc. Parce que toutes les collectivités décentralisées peuvent avoir des ressources financières aujourd'hui. Et nous pouvons les aider à avoir ces ressources. Donc, Assint vient dans ce cadre-là pour les aider, pour leur dire et rédiger des projets qui seront bancables et finançables. Et ça, c'est un problème pour beaucoup. Les 4/5 des pays africains ne savent pas encore rédiger par eux-mêmes et pour eux-mêmes des projets bancables, finançables. Et on fait appel à des consultants ici et là qui n'ont aucun contact, qui n'ont aucune reconnaissance, connaissance de nos réalités. Ils viennent, ils font leur... Mais heureusement qu'il y a des Africains dans votre genre pour combler ces lacunes, non? Oui, Pour combler ces mais vides. on est infime. Je veux créer dans chaque pays où je passe, où je crée, où je développe des projets, je veux, dans la période de ce projet, former une dizaine, voire 15 nationaux de ce pays qui seront à même de faire ce que Assint leur a appris à faire et que Assint soit complètement inutile pour ce pays-là. Vous en avez déjà repéré au Mali? Non? Nous commençons avec le projet Koulikoro. Nous allons développer d'autres projets. Mon ambition pour le Mali, dans les 2 ans à 3 ans, c'est de générer un minimum de 100 milliards de francs CFA de développement qui impacte sur les populations de ce pays-là. Le Mali, c'est une première expérience dans le genre où vous avez déjà des cas ailleurs? Nous développons des projets au Togo. D'accord. Nous sommes au Togo, nous sommes au Kenya, nous sommes en Zambie, nous sommes au Zimbabwe. Et quelle évaluation faites-vous déjà de ces projets-là? Mais nous avons développé des projets de plusieurs dizaines de millions de dollars. Je viens d'avoir un projet de plus d'1 milliard qui a été adopté et financé pour le Togo.
Et il y a un autre projet de 5 milliards pour le Togo au mois d'octobre qui va être inauguré. Et donc, je suis mon bonhomme de chemin pour les pays. Et au Mali, j'ai l'ambition de faire... vous savez, on dit payback en anglais. Il faut payer en retour. Pour le Mali, je veux payer en avance. D'accord, pourquoi? Mais écoutez, le Mali n'a absolument rien contribué à mon éducation, etc., pour que je paye en retour au Mali. Okay? Oui. Je paye en avance, je veux faire des choses pour ce pays en avance, pour que mes petits-enfants qui vont, j'espère, venir vivre au Mali, disent, bon, mon pays d'origine, nous avons fait des choses, mon grand-père a fait ceci. Mais vous l'avez fait également au Burkina, au Kenya et dans d'autres pays, vous Oui, l'avez dit. Parce que ces pays-là... Vous avez payé en avant là-bas aussi? Évidemment, je paye en avant. Ah d'accord. Il y a un retour sur investissement déjà? Vous l'avez constaté? Ah oui, c'est le siège continental de Assent, c'est au Kenya. Le Kenya a refusé catégoriquement que Assent aille s'établir ailleurs. D'accord. Ailleurs. Ils Alors, ont vous n'avez refusé. pas répondu à la question que j'ai posée à un instant. J'ai demandé, est-ce que vous existiez il y a très longtemps? 2013. Ah, 2013. Bon, 2013. d'accord. Mars 2013. Ok. Et nous avons un portefeuille de projets aujourd'hui je crois, en 4 ans, nous avons un portefeuille de projets de plus de 150 millions de dollars. D'accord. Alors, on va être un peu plus précis dans nos questions et nos réponses. Quels sont les pôles qui vous intéressent? Vous apportez des milliards ici. Quels sont les secteurs spécifiques qui vous intéressent, dans lesquels vous allez investir? Je vous l'ai dit, les jeunes et comment et les s'opère femmes. cet investissement? Les jeunes et les femmes. Parce qu'il faut... Écoutez, vous allez financer sérieusement. Vous allez financer des projets. Oui, oui, parlons. Je vais vous dire quelque chose que tous les Maliens doivent comprendre. Et tous les Africains, je le dis partout où je passe. Un gouvernement n'est pas fait pour créer des emplois. Parce qu'il n'est pas riche, par définition, et je vous l'ai dit. OK? Alors, que doit faire un gouvernement? Un gouvernement doit créer les conditions, le cadre pour la création d'emplois. Et qui doit créer les emplois? Ce sont les entreprises. Il faut créer un environnement pour la création d'énormément d'entreprises. Mon rôle, ce que je veux faire, mon rêve, c'est de créer le maximum d'entrepreneurs jeunes et de femmes. D'accord. Dans quel domaine? Dans tous les domaines qu'ils veulent. D'accord. Mais nous travaillerons avec eux parce que c'est la seule façon, l'une des façons où on peut commencer à résorber le déficit de création d'emplois que l'on a. Et je vous l'ai dit que dans les 8 années à venir, nous aurons 500 millions de jeunes bon sang. Ça veut dire qu'on est très en retard. Il faut se réveiller et commencer le combat sur ça. Est-ce que vous avez privilégié des secteurs, par exemple, comme l'agriculture, ou je ne sais pas? Oui, l'agriculture est fondamentale. Mais il faut, aujourd'hui, il faut créer des choses qui peuvent valoriser toute notre production agro-silvopastorale. L'agriculture, nous avons comment on peut transformer. Nous importons beaucoup de choses. Pourquoi importer? Et les choses que nous importons nous créent toutes les maladies du monde. Toutes les maladies du monde. La mayonnaise qu'on mange, etc., c'est du poison. Le sucre, c'est du poison. Tout ça, on peut valoriser notre propre richesse agricole et mettre ça dans les rayons. Les chips, tu vois, les chips. Oui. OK. Les chips, on produit des pommes de terre. On produit de la patate douce. La patate douce, c'est l'un des 5 légumes les plus importants, les plus riches, les meilleurs pour la santé humaine. Mais chez vous, Djambélé, madame va aller chercher des pommes de terre pour faire des frites. Non, chez nous, c'est chez les Dogons. On mange du taux, c'est le petit mille. Très bien, mais les Dogons, c'est là-bas. Mais ici, à Bamako, je vais vous prendre au mot. Écoutez, alors que la patate douce, mais c'est extraordinaire les valeurs nutritives de la patate douce. Nous pouvons faire de la patate douce en chips et mettre ça dans nos rayons au lieu d'importer des chips d'ailleurs.
et qui sont complètement malsains, qui sont faits avec de l'huile qu'on ne connaît pas et qu'on consomme. Nous avons énormément de choses comme ça que l'on peut faire. Nous avons ici le Mali, j'adore. Le Mali, j'adore, je n'ai aucune honte de le dire, parce que le potentiel qu'il y a ici en termes d'agropharmacie, c'est énorme. Et l'un de mes rêves, j'en discutais avec Madame la ministre, le jeudi soir, je rêve de créer un projet de 15 à 40 milliards. Et avec l'aide de Dieu, en 2019, Madame la ministre, si Dieu nous prête vie et tous, va inaugurer ce projet où nous allons essayer de, chez le karité, mais quelle est la molécule qui fait la valeur essentielle du karité? Je sais pas. On ne sait pas, nous allons créer un laboratoire ici qui va chercher la molécule active qui fait la spécificité de nos plantes médicinales et qui nous permettrait de développer des médicaments sur la base de ces molécules. Un médicament, c'est une molécule. Mais quand on ne détermine pas cette molécule, ça pose problème. Ce que nous voulons à Sainte, c'est d'aider le gouvernement et nous travaillons actuellement avec Madame la ministre Keita, Aïdambo Keita, pour essayer de faire des choses comme cela. Très bien. Et là, c'est des projets comme ça. Nous allons miser, Aïda est fondamentalement axée sur les jeunes. Et comme c'est une femme, elle ne peut qu'embrasser tout ce que l'on fait pour les femmes. Et nous allons vraiment travailler dans cette direction avec elle pour créer une synergie avec toutes les bonnes volontés maliennes pour faire la différence. Le Mali, nous allons ensemble développer ce pays en moins de 15 ans. Le Mali va décoller. C'est des grandes ambitions. C'est faisable, c'est réel, ce n'est pas un rêve. Je rêve beaucoup, je suis un gros rêveur, mais nous avons tout ce qu'il faut pour que le Mali décolle économiquement en 15 ans et nous allons le faire avec les Maliens. Très bien, les rêves nous permettent de toute façon de déplacer des montants. Il faut rêver. Il faut être optimiste, pas d'optimisme béat. On le sait, vous avez parlé, mais la réalité c'est aussi que tout ça est basé sur la mobilisation des ressources humaines. Vous parlez en termes de milliards ici, 2, 3, 4, voire 15 milliards dans un laps de temps relativement réduit. Où trouver ces sous? Mais l'argent n'a jamais manqué dans le monde. Il y a de l'argent partout. Oui. Mais l'argent, trouver l'argent, c'est ce qu'il y a de plus facile aujourd'hui. Ah, mais ça paraît être la chose la plus compliquée. Non, on sait que la ressource financière est disponible, mais où aller la prendre, c'est ça la question qui se pose à la majorité des gens. Peut-être que vous avez votre solution à vous. Écoutez, il y a énormément d'argent ailleurs, out there, comme on dit en anglais, il y a beaucoup d'argent. Je prends au niveau de l'environnement, la finance climat. La finance climat, c'est l'une des sources extrêmement riches d'argent aujourd'hui. Les pays africains ont la possibilité d'avoir des millions et des millions de dollars s'ils savent rédiger les projets nécessaires à soumettre à la finance climat. Vous avez le fonds d'adaptation, vous avez le fonds vert climat, vous avez le fonds de l'environnement mondial, vous avez d'autres projets qui existent et qui demandent simplement, soumettez-nous s'il vous plaît des projets bancables, nous voulons des projets bien écrits. Les États africains ne savent pas le faire. D'accord. Et à Sainte, c'est un peu notre spécialité. D'accord. Et c'est ce que vous allez faire? Nous allons aider les structures maliennes à développer des projets dans le cadre de la finance climat et ailleurs. Ok, en une phrase, évaluation du parcours déjà avec quelques exemples implémentés dans des pays qui ont précédé le Mali. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Et qu'est-ce qui a été fait comme concret là-bas? Oui. Un exemple? Oui. L'agriculture intelligente. Qu'est-ce que vous avez fait un exemple? L'agriculture intelligente au Kenya. Au Mali, on n'a pas encore commencé cela. Dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, on n'a pas encore
commencer à faire de l'agriculture intelligente C'est-à-dire qui intelligente. s'adapte aux rigueurs des changements climatiques. Quelles sont Par les exemple, caractéristiques de cette agriculture intelligente là? C'est simplement produire 12 mois sur 12. D'accord. Par exemple, au Mali, la saison des pluies, c'est 3 mois. Mais on ne peut pas développer l'agriculture du Mali à partir des 3 mois de pluie. L'agriculture intelligente au c'est un Kenya, problème de bon sens. l'agriculture intelligente au Kenya, c'est un acquis du projet. Mais le Kenya est autosuffisant en agriculture. En alimentation, le Kenya est autosuffisant. Et à Saint, il y a beaucoup là-dedans. Il y a beaucoup Nous avons apporté notre petite contribution. D'accord. Nous avons apporté notre petite contribution depuis que j'étais aux Nations Unies. Alors, c'est que l'expérience, vous savez, Djombele, c'est quoi l'expérience? L'expérience, ce n'est rien d'autre qu'une lampe que vous avez sur votre dos qui éclaire ceux qui vous suivent pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que vous. C'est ce que voilà comment je définis l'expérience. Oui, c'est bien illustré de toute façon. Voilà. Pour moi, c'est ça l'expérience. Donc, on vient, on a appris des choses ailleurs, on les a expérimentées. Si on vient ici, on travaille en bonne intelligence avec les structures maliennes pour que, en faisant ces activités-là, ils évitent les écueils que l'on a connus ailleurs. D'accord. Donc, c'est dire un message très simple. Les structures auxquelles vous vous adressez et suivez ASSET dans cette démarche et vous marcherez dans la lumière. Absolument. Que Dieu me préserve de marcher dans l'obscurité. Je vais me casser le... D'accord, il a marché pratiquement sur ma langue, il a posé toutes les questions. Voilà. Mais ce qu'on veut savoir, quand est-ce que l'installation définitive du bureau sous-régional au niveau du Mali pour allier, quand est-ce que ça va être opérationnel? Écoutez, très bonne question. J'ai signé avec un de vos ministres, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect, le ministre des Affaires étrangères. Je pensais qu'il était sénégalais d'ailleurs. Bon, mais il m'a dit non, je suis malien, vous êtes sénégalais. Donc non, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de respect. Nous avons signé l'accord de siège en fin juillet. Et donc, je pense que d'ici la fin de l'année, nous allons trouver des locaux et nous allons trouver tout ce qu'il faut pour qu'on puisse démarrer. Il y a le projet de Koulikoro qui a commencé. Donc, je viendrai relativement régulièrement ici. Nous avons un projet, le projet dont je viens de parler. J'ai 2 experts qui sont actuellement ici et qui travaillent avec les différents ministères pour définir les contours de ce nouveau projet que l'on veut, je crois, entre 10 à 20 milliards que nous voulons développer. Donc l'équipe est déjà là. Les travaux de recherche, de documentation sont en cours avec les différentes structures administratives, gouvernementales, pour que l'on puisse rédiger un projet qui, sans aucune faille, nous pourrons mobiliser ces ressources-là d'ici à 2019 au plus tard. Très bien. Alors, la phase opérationnelle du bureau, ça va être d'ici la fin de l'année. Inch'Allah. Ça veut dire à peu près en décembre. Inch'Allah. Alors, vous voulez donner aussi un poids à la communication dans tout ce que vous faites? Oui. Écoutez, je crois que là, vous enfoncez une porte ouverte. Oui. OK? C'est-à-dire que pour moi, cela va de soi. Je suis dans vos murs aujourd'hui et je peux vous assurer que j'ai eu beaucoup d'idées en venant ici aujourd'hui. Je ne vais pas dire là où je suis, etc. Bon, tout le monde sait que je suis à l'ORTM, OK? Et j'ai beaucoup de respect pour vous, les acteurs de l'ORTM. Merci de nous faire confiance. C'est le moins que l'on puisse faire. Le problème maintenant est que l'on puisse véritablement, tout ce qui passe ici, qu'on se donne la main pour faire de cet endroit, de cette maison, un bijou. Alors, ça veut dire que c'est bon à entendre. Vous avez des projets en direction de l'ORTM aussi? Nous allons, dans chacun, ce que je peux vous dire, dans chaque projet
que nous allons développer ici au Mali. À partir de l'expérience que j'ai vécue aujourd'hui, il y aura une composante communication, information, il y aura une composante. Très bien. Inch'Allah, nous allons le faire. Bien. Merci. Youssouf, ça sera tout? Oui, ça sera tout. Monsieur Il Kanté. paraît que le temps imparti est terminé. Fini, mais un mot quand même, une phrase avant de mettre définitivement fin à cet entretien. Je voudrais tout d'abord vous remercier tous les deux. Merci, nous sommes dans notre rôle. Je suis entouré par deux prophètes, Ibrahim, le père de toutes les religions, et Youssouf, qui est dans notre religion une icône. Okay. Et je voudrais vous remercier tous les deux pour m'avoir donné cette opportunité d'échanger avec vous. Mais je voudrais surtout dire aux autorités maliennes, Monsieur le Président et le gouvernement, les populations, les collectivités décentralisées, que votre fidèle serviteur que je suis n'épargnera aucun effort. Partout où je serai, j'aurai le Mali en tête. J'ai déjà le Mali dans le cœur. C'est un pays qui m'est extrêmement cher. C'est un pays auquel je crois. C'est un pays, malgré les apparentes difficultés qui arrivent aujourd'hui, c'est un pays qui a un potentiel énorme. Et comme je l'ai dit tantôt, dans les 15 ans à venir, nous allons changer ensemble la face de ce pays-là. Nous allons le faire ensemble. Le Mali a un potentiel énorme. Les soubresauts que l'on voit ici et là, c'est simplement parce qu'il n'y a pas d'argent. Oui. C'est la pauvreté, c'est simplement ça. Les difficultés de parcours, ça arrive. Voilà, ça arrive. Mais ça, nous allons créer des richesses. D'accord. Merci d'être venu et beaucoup de chance au Centre de soutenabilité pour l'Afrique à Sainte. Et merci à vous d'être venu une fois encore. Youssouf Diakité, merci. Merci, John Millet. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur leur thème pour suivre tout à l'heure le journal de 13h, présentation. Khadija Toukone. Excellent après-midi dominical, Inch'Allah. Prochain rendez-vous avec Actu Hebdo, dimanche prochain, canal 12-13.